la vision qui est donnée par le système média, et là je ne l'accuse pas, ça ne pourrait pas être fait autrement, c'est la vision d'un pays faible, l'Ukraine, qui est envahi par un pays fort, la Russie. Mais si on fait une sorte de vaste zoom arrière et qu'on voit tous les acteurs impliqués dans ce jeu et qu'on va jusqu'à Washington, on voit simplement, si on regarde les sanctions par exemple, on voit un camp occidental qui, en termes démographiques, est infiniment plus vaste et lourd que la Russie, et qui, en termes de PIB, de produit intérieur brut, qui ne vaut pas grand-chose, mais qui est ce qu'il est, une partie de ma froideur d'analyse, moi, me vient de la lecture des géopoliticiens américains. Les Américains sont des gens qui raisonnent en termes de puissance, de pouvoir. L'anglais est bien là, parce qu'il y a le mot « power » qui recouvre à la fois les notions de pouvoir et de puissance. Mais ils ont 40% des dépenses militaires mondiales, ils ont un jeu, ils se perçoivent comme à l'abri, parce que protégés par 2 océans, et ils pensent en termes de rapport de force. On pourrait dire que les Russes aussi, les Russes, dont le pays le plus grand du monde qui s'étale de l'Europe à l'Asie, même si leur population est très faible maintenant, pensent en termes de rapport de force. J'aurais tendance à dire que les Américains et les Russes sont dans le même monde mental. Simplement, du côté américain, c'est un monde offensif. Nous sommes les plus forts, notre domination mondiale ne doit pas être contestée. Et les Russes sont dans un système de rapport de force défensif, construit avec l'idée de défense de la souveraineté des nations contre l'Empire américain. Les Européens sont dans un roman de science-fiction. Les Européens, ils ont pensé qu'on pouvait construire une entité politico-économique plurinationale, expansive vers l'Ukraine et sans armée. Donc c'est, je dirais, tout à fait autre chose. C'est de cette dualité qu'ont joué les Américains. Le jeu des Américains, alors je sais, dans ce que je dis, c'est ce qui est le plus surprenant, parce que la vision des gens, c'est, il y a l'Ouest, avec ses valeurs de liberté et de démocratie. On pourra analyser en détail, si vous voulez, plus tard. Et puis il y a l'autocratie russe d'un côté, et nous sommes face à face, et les deux s'affrontent en Ukraine. La vision des Américains, c'est pas du tout ça. Alors d'abord, elle ne peut plus être ça, parce que la description des États-Unis comme une démocratie libérale, vu le niveau d'inégalité, vu le niveau d'accumulation de la richesse en de la structure sociale, vu l'importance de la richesse dans les processus électoraux, le soutien à tel ou tel candidat, vu l'augmentation de la mortalité à l'échelle du pays, mais spécifiquement dans les catégories populaires, la liberté d'expression, tout à fait. Mais les États-Unis, c'est une oligarchie libérale. Ce n'est pas une démocratie libérale. Mais les préoccupations des Américains, c'est pas du tout la défense de la démocratie. Quand on lit les géopoliticiens, c'est l'application. Je pense que le grand bonhomme, c'est Brzezinski. Et mon livre Après l'Empire était une sorte de pastiche retournée du grand échiquier de Brzezinski. Cette guerre m'a pris par surprise. Et au moment où elle s'est déclenchée, j'étais en train de travailler sur un livre de géopolitique. Ce que j'ai découvert en Russie, c'est un pays qui avait retrouvé sa stabilité, avec un effondrement de la violence, des taux d'homicide, de suicide, une baisse de la mortalité infantile, une mortalité infantile qui est passée au-dessous du taux américain, et qui avait donc un pays qui avait, dans l'ère Poutine, et contrairement à certains articles ineptes que j'ai lus dans Le Monde sur la dégradation de tout depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, avait retrouvé une certaine forme de stabilité sociale avec une population trop petite pour son territoire et avec au-dessus une idéologie conservatrice sur le plan des mœurs, qui nous est très désagréable à tous Européens, mais qui est très confortable pour des gens qui viennent de retrouver la politique. Et donc un État, une société qui retrouve la stabilité. Dans mon travail géopolitique, j'ai
commencé à constater l'aggravation de la crise interne de l'anglosphère. Là, pas seulement des États-Unis. J'étais en train de mesurer que la politique protectionniste, clairement exprimée par Trump, et qui est plus générale, ne fonctionnait pas. Que l'Amérique était en train de ne pas retrouver la possibilité d'une voie nationale indépendante, hypothèse qui était évoquée, souhaitée à la fin d'après l'Empire. Et donc moi, la vision du monde que j'avais, actuellement on constate l'effondrement ou le début d'effondrement de la société anglaise. La société anglaise attend une baisse de 7% de son niveau de vie cette année. Et donc j'étais en train de redéfinir mon sujet géopolitique comme une crise du monde anglo-américain, en fait. Et avec l'idée, donc ma vision de départ n'était pas du tout celle des journalistes ou des russologues, je ne sais pas comment les appeler. Donc, d'un côté, vous avez une vision de départ d'un système russe qui devient de plus autoritaire, expansif ou tout ce qu'on veut. Mais moi, j'avais la vision d'une Russie qui redevenait stable, relativement inoffensive pour nous. Et d'ailleurs, je veux dire, les difficultés de l'armée russe en Ukraine montrent qu'il n'y a aucun péril militaire pour l'Occident. Ma perception générale du monde était celle d'un déséquilibre, d'une instabilité de plus en plus grande aux États-Unis. Et évidemment, c'est ça qui a affecté ma perception des événements et qui a fait que je n'allais pas me contenter de voir l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme le phénomène fondamental. Et donc, partant de là, ça allait être très facile pour moi d'observer, je dirais, le jeu planétaire des États-Unis, première puissance mondiale, en déclin interne aggravé et avec un empire qui se rétracte. Et donc j'étais évidemment capable de voir que la guerre, elle se passe à 100 km de la Russie et à 8500 km de Washington. Les Américains, ils ont finalement la doctrine Brzezinski dans la tête. Et la doctrine Brzezinski, telle qu'exprimée dans le Grand Échiquier, 96 ou 97, donc 6 ou 7 ans après l'effondrement du communisme, c'est « Oh, attention, l'Empire américain a été construit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par la conquête de deux grandes puissances industrielles, l'Allemagne et le Japon. Ensuite, il a subsisté parce qu'il fallait protéger tout le monde contre le communisme. Et le risque pour nous, c'est qu'à partir du moment où le communisme s'effondre, on va plus avoir besoin de nous. Bon, et sous-entendu, c'est pas possible parce qu'on a besoin du monde pour nous nourrir maintenant. Et donc le problème, si on se centre sur l'Europe, c'est comment empêcher le rapprochement de la Russie et de l'Allemagne. Ça s'est focalisé dans la période récente sur le rapprochement énergétique russo-allemand, sur les gazoducs, voilà. Et ça, je dirais que ça a été aggravé depuis la crise financière et économique de 2008, parce que cette crise a mis l'Allemagne en situation de domination générale de l'Europe. Dans la phase la plus récente, je dirais l'affaire de la livraison de chars, la réalité géopolitique est apparue d'une façon particulièrement claire, parce que ça, on voyait dans la presse. Si on avait les bonnes clés de lecture, on pouvait voir. La seule question était faire pression pour l'Allemagne, faire céder l'Allemagne. Toutes les dernières opérations diplomatiques, les livraisons de blindés légers par la France, puis de Challenger britanniques lourds, puis de pression polonaise, etc. Toute l'activité diplomatique occidentale n'a pas été dirigée contre la Russie, mais contre l'Allemagne. Voyez ? Mais ça, quand on connaît la doctrine Brzezinski, qui d'ailleurs désigne l'Ukraine comme lieu d'action privilégié pour empêcher la Russie de développer, on voit les choses autrement. On sort de là, ce qu'il faut bien appeler l'extraordinaire naïveté occidentale, qui est tout à fait acceptable chez les gouvernés, mais pas chez les gouvernants.